c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce nouvel épisode du podcast, je reçois à mon micro Rémi Delaunoy, auteur du jeu Marchand de Caranor et fondateur de Funky Hat Games. Marchand de Caranor est le premier jeu de société du Normand d'adoption. Après 2 années de développement et une campagne de financement réussie sur Kickstarter, le jeu de gestion, d'aventure et de négociation devrait arriver en boutique avant la fin de l'année. C'est au café ludique Le Décalé au Havre que nous nous sommes donné rendez-vous. Pour ce nouveau podcast, je suis avec Rémi Delaunoy, donc auteur des Marchands de Caranor. Bienvenue sur ce podcast. Bonjour Stéphanie, merci de l'invitation. Écoute, ça fait très plaisir de te recevoir Rémi, d'autant plus qu'on est de la même région tous les deux. Voilà. Moi je suis un immigré. Ah bon, c'est-à-dire, alors vas-y. Moi je viens de la région parisienne, j'ai déménagé il y a 3 ans. Alors dis-moi Rémi, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors bonjour, du coup je m'appelle Rémi, je suis l'auteur éditeur du jeu Les Marchands de Caranor. Donc j'ai commencé en tant qu'auteur et j'ai décidé d'éditer moi-même le jeu via une campagne de financement participatif. Donc les Marchands de Caranor, comme le nom l'indique, les joueurs vont incarner des marchands dans le monde médiéval fantastique de Caranor. Alors le but du jeu, ça va pas être d'abattre des dragons, mais ça va être faire du business. Et donc c'est un jeu qui va mélanger aventure et gestion de ressources, dans le sens où nous sommes des marchands. On va devoir ouvrir des commerces dans les grandes villes, s'acheter des villas, enfin voilà. On va faire plein de choses un petit peu marchandes avec des ressources et de l'argent. Mais on va également avoir un côté aventure parce que la carte, en fait le plateau de jeu, c'est la carte du monde de Caranor. Donc on va se déplacer aux 4 coins du monde de Caranor. On va pouvoir aller à la rencontre des habitants qui vont nous donner des quêtes, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Alors ça va être des quêtes de marchands, on va devoir livrer des ressources, organiser des ventes aux enchères, corrompre des élus locaux, enfin tout ce que peut faire un marchand. Mais à chaque fois, voilà, il y a toujours un petit texte narratif qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance du jeu. Pareil, chaque marchand a un petit background. Il y aura un fils de marin, il y aura un enfant d'aristocrate qui commencera avec plus d'argent au départ, il y aura un hors-la-loi, enfin voilà. Il y a tout un petit côté narratif qui viendra agrémenter le côté gestion de ressources. Et l'originalité du jeu se retrouve dans le fait que la première règle, lorsqu'on ouvre les règles, c'est tout est négociable entre les joueurs. Voilà, le prix des ressources n'est pas fixé par le jeu, il est fixé par le besoin des joueurs et ce sera au plus malin, au meilleur négociant qui va réussir à sortir son épingle du jeu pour vendre ses ressources plus chères que les autres. Donc il va y avoir aussi de la tchatch au final. Exactement, exactement, beaucoup d'interactions. Beaucoup d'interactions, parce que donc tu peux me rappeler combien de joueurs, combien de temps à peu près et quel niveau de jeu ? Oui, alors du coup les règles sont assez accessibles, je dirais à niveau initié, voire familial. On peut jouer ce jeu de 2 à 6 joueurs. Alors comme la règle de base et tout est négociable à 2 joueurs, il y a quand même un marché qui est fixé par le jeu où le prix des ressources est fixé par le jeu. Par contre, à partir de 3 à 6 joueurs, ça va être les joueurs qui vont négocier avec les autres joueurs. Et on est sur une durée entre 1 heure, 1 heure et quart. On peut aller jusqu'à 1 heure et demie à 6 joueurs. Alors, est-ce que tu peux me parler de comment est née cette idée et comment tu t'es lancé dans cette aventure en fait, parce que c'est ton premier jeu. Donc voilà, comment c'est parti tout ça ? Alors, je dirais le confinement. Alors quand j'étais petit, avec mes amis, on aimait beaucoup changer les règles des jeux. Alors à l'époque, quand on avait 12 ans, on pensait à les améliorer, j'imagine pas, mais en tout cas on s'amusait beaucoup. Par exemple dans Catan, on ajoutait des armées pour aller détruire les colonies des autres. Bref, on a beaucoup retravaillé les jeux. Et là pendant le confinement, vu j'avais du temps libre, je me suis dit tiens, j'ai commencé à plancher sur un jeu. Il était très mauvais. Et après, donc, le deuxième, qui était le début des Marchands de Caranor, là, il y avait quand même un truc qui se passait autour de la table. J'ai testé avec mes proches et tout le monde s'est vraiment amusé. Alors, le jeu n'était pas équilibré, mais je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, j'ai continué. J'ai continué comme ça depuis 2 ans et demi maintenant. Mais c'est parti de quoi en fait ? C'est le thème qui t'est venu d'abord ? Tu t'es dit Oui. non, je veux une mécanique justement de tchatch, d'enchères, de négociation. Enfin, quelle était un peu l'idée de départ ? Tu t'es dit, tu t'es levé un matin avec tiens, je veux faire un jeu de... Alors, je sais pas trop. J'ai commencé à dessiner une carte en vrai, qui est le plateau de jeu aujourd'hui. J'ai commencé à dessiner une carte et puis je me suis dit tiens, on pourrait se déplacer sur la carte. Faire des quêtes, etc. Mais je voulais pas un jeu de combat. J'aime bien un petit peu. En fait, j'aime beaucoup les jeux vidéo comme Skyrim, World of Warcraft ou autres. Mais moi, ce qui me fait vibrer dans ces jeux, c'est bête, mais c'est toutes les petites histoires dans la grande histoire. C'est tous les personnages
les PNJ, en fait, les personnages secondaires, le marchand d'armes qui va nous raconter une histoire où sa femme elle est partie, il faut aller la retrouver, le gars qui a perdu ses moutons, enfin je sais pas pourquoi ça me fait rigoler et en fait j'ai un peu mis à l'honneur en fait tous ces personnages secondaires dans le jeu parce qu'au final tous les personnages qu'on rencontre dans notre aventure, c'est ces PNJ là et c'est eux qui font un petit peu le fil et l'aventure de l'histoire. D'accord. Voilà, donc du coup ce pitch-là étant fait, j'ai fait ce monde-là et après je me suis dit autant être des marchands, comme ça j'aime beaucoup les jeux de gestion de ressources, donc du coup j'ai un peu mélangé ce côté aventure avec les personnages secondaires et gestion de ressources, donc on est un peu des marchands aventuriers dans le jeu. Voilà. Ok, et alors comment, une fois que ça y est, tu as l'idée, tu commences à avoir la mécanique, etc., comment tu te nourris pour que ça fonctionne justement? J'imagine que tu es joueur déjà aussi de base, donc voilà, un petit peu. Mais tu te dis, voilà, je m'inspire de tel univers ou c'est telle mécanique, je veux absolument qu'elle soit dedans. Comment tu as fait évoluer tout ça? Bonne question. C'est une très bonne question. Je suis joueur de jeux de société, mais pas... Je suis joueur de jeux de société plus que beaucoup de gens, mais pas non plus, j'ai pas 100 jeux chez moi. J'étais pas mal inspiré par les jeux vidéo, donc un petit peu cette mécanique de quête. Et puis après, j'ai dû reprendre en fait un peu inconsciemment des mécaniques de jeux que je connaissais déjà. Voilà, par exemple, à notre tour de jeu, on va avoir un nombre d'actions à faire. On a 4 actions à faire parmi tant d'actions. C'est la même mécanique que dans Pandémique, par exemple. Bon, alors évidemment, après, les actions n'ont pas du tout les mêmes effets. Mais voilà, par exemple, prendre des petits bouts de chaque jeu qu'on assemble, consciemment ou inconsciemment, parfois on s'en rend même pas compte, et puis 6 mois après on se dit ah mais en fait c'est comme dans ce jeu, et puis on se rend compte qu'en fait probablement inconsciemment on a été influencé par d'autres jeux. Et ce qui est vachement important, ce qui est très important, c'est regarder les gens jouer. En fait, faut faire les gens jouer des gens, et en fait quand ils s'amusent, quand il n'y a pas de temps mort, c'est qu'il y a quelque chose qui est bien, il faut le conserver. Et quand les gens ils s'ennuient, quand ça marche pas, ça se voit, les gens le disent, et c'est là où il faut changer. Et en fait j'ai vraiment fait évoluer mon jeu en fonction des retours que j'ai eu des testeurs. Et là je pense on a fait au moins 450 ou 500 parties. Ah oui. Donc voilà. T'as eu combien de versions du jeu jusqu'à ce que ça soit je sais édité? pas. Ouais, beaucoup. Ouais, tu sais plus. Vraiment beaucoup. En fait, il y avait parfois des grosses évolutions, parfois des petites évolutions. Je pense qu'on a dû faire au moins il y a au moins 50 versions du jeu. Après, c'est également mon premier jeu, donc je pense qu'après, une fois qu'on a fait 5-6 jeux, on sait plus où on va. Pour le premier jeu, il faut tester, expérimenter, recommencer. Les retours des gens sont toujours bons. Il y a par exemple, il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'il y a une des mécaniques dans le jeu qui est le marché noir. Donc lorsqu'on fait des quêtes auprès de gens peu recommandables, on va avoir des quêtes du marché noir qui nous permettent d'aller piller par exemple les commerces des autres joueurs. Donc voilà, il y a des interactions positives avec le commerce et parfois négatives quand on passe du mauvais côté de la barrière. Et ça, c'était une idée qui a été suggérée par un des testeurs. Okay. Alors évidemment, il n'a pas lui-même créé la mécanique, mais il a dit ce serait marrant quand les personnes prennent la mer d'engager des pirates pour leur piquer de l'argent par exemple. Et à ce moment-là je me suis dit tiens, c'est vrai que ce serait drôle, et en fait de cette carte est né carrément un paquet de cartes où on peut faire plein de coups fourrés aux autres joueurs, et c'est grâce à un testeur en fait que ça a été intégré dans le jeu. T'as creusé l'idée et puis voilà, ça t'a inspiré. C'est ça, voilà. Ouais. Et du coup t'as testé comment en fait, avec des potes ou après justement il fallait trouver aussi des gens que tu ne connais pas. Là ici on est au café Le Décalé au Havre, café ludique. T'es venu plusieurs fois aussi présenter le jeu, je crois. Je t'ai croisé quand même plusieurs fois sur des festivals. Oui. Donc quel est un peu ce parcours? Alors pour moi il y avait la phase 1, c'est les proches et les amis, donc vraiment ceux qui on n'a pas peur de leur faire tester. Donc ça c'était la phase 1 où vraiment le jeu l'étincelle était là, mais c'était pas du tout équilibré, ça n'avait aucun sens au niveau mécanique. Après la phase 2, quand ça commence à devenir sérieux, on va dans les bars à jeux, on va dans les petits festivals. Il y a toujours des proto-zones, en fait, des zones où on peut tester les prototypes des auteurs, et c'est très sympa. Et il y a toujours des belles découvertes. Et donc ça c'est un petit peu la phase 2, et puis après la phase 3 on s'inscrit à des concours de prototypes, on va dans des festivals plus importants où parfois il faut être sélectionné, et là on commence à avoir un jeu solide qui tourne, et derrière l'édition. Alors justement tu parles de petits concours ou autres, tu as fait je crois les jeux de demain à Paris Ludique, c'est ça? C'est ça. Donc ça c'était quand? C'était en juillet de l'année dernière, enfin juillet 2022. Ok. Ça, voilà, c'est un concours de prototypes, donc il y a eu 20 sélectionnés parmi 300 candidatures, et après donc on avait eu la chance d'être à Paris Ludique, donc le gros festival qui est
à Paris. Début juillet. Début juillet, exactement, et qui accueille 20 000 personnes. Et donc, on a eu l'occasion de présenter notre prototype. Donc, après, il y a eu un concours qui se joue au vote du public, donc on n'a pas gagné. Mais déjà, d'être dans les 20 parmi les 300, c'était déjà une belle super. victoire. Et puis là, pour le coup, tu as eu des vrais retours aussi. Et là, on a eu des vrais retours, et vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, on a eu beaucoup de retours également, donc c'est intéressant. Alors là, on est déjà arrivé assez loin dans le développement, mais... Tu as été tout seul ou au bout d'un moment il a fallu aussi trouver des illustrateurs? Enfin, comment tu as travaillé après pour faire évoluer le jeu? Alors, on pas tout seul, j'imagine. On était deux. Enfin, l'idée vient de moi. Et après, il y a Tanguy, donc c'est un ami, mais il est aussi graphiste. Tant mieux. Ça aide. Exactement. Franchement, qui a rejoint l'aventure assez rapidement, au bout de 4-5 mois. Parce que le jeu lui plaisait aussi. Et donc lui, il a évidemment fait tous les designs du jeu, donc les illustrations, la boîte, même l'iconographie, enfin il a vraiment tout fait. Et lui, c'était également le co-auteur. Enfin, il a apporté quelques idées et surtout c'était le premier garde-fou. C'est-à-dire que quand on s'appelait une fois ou deux par semaine, Tanguy, j'ai une nouvelle idée, c'est bien, c'est pas bien. Tout de suite, il me disait, j'ai pas compris ce que tu me dis, et c'était un peu le premier garde-fou. Et c'est vraiment agréable de travailler avec quelqu'un parce que c'est important d'avoir ce premier retour quand nous on s'imagine des trucs incroyables et derrière il faut un retour d'autres personnes qui ont une vision différente de la nôtre. Oui, et puis qui était du coup très investi dans le projet, donc le feedback il se faisait tout de suite. C'est ça, voilà. Oui, lui il a dû faire aussi une bonne quarantaine de parties, donc il sait de quoi il parle. C'est Tanguy, comment son nom? Tanguy Vessière. Vessière, d'accord. Et il est illustrateur du coup aussi? Illustrateur, designer, c'est ça. D'accord. Une fois que le jeu était bien engagé, tu as proposé à des éditeurs ou tu as décidé de auto-éditer? J'ai tout de suite décidé d'auto-éditer. J'ai jamais présenté et en fait, je ne savais pas comment fonctionnait le business du jeu de société. Et je ne savais pas qu'être auteur de jeu, c'était un métier à part entière presque, ou au moins une passion qui pouvait permettre d'être auteur comme auteur de livres. Et donc... En fait, au moment du confinement, quand j'ai commencé à travailler le jeu, j'ai vu également passer des campagnes Kickstarter de jeux qui levaient des centaines de milliers d'euros. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, je peux allier passion et peut-être en vivre. Alors, évidemment, les entreprises qui lèvent des centaines de milliers d'euros sur Kickstarter, ce n'est pas des premiers auteurs qui arrivent. Regardez, j'ai un projet, il y a toujours un budget marketing important, il y a 8 à 10 personnes qui travaillent sur les projets. Ou alors, ça fait leur 4e jeu. Mais bon, j'ai appris, c'était vraiment super bien. Et en fait, depuis le début, je me suis dit, je vais auto-éditer mon jeu. J'ai fait une formation de commerce, donc entrepreneuriat même. Donc j'avais aussi cette idée derrière la tête de monter ma propre entreprise. Et je me dis, si en plus ça peut être sur le jeu de société que j'ai créé, c'est incroyable. Enfin, c'est une chance inouïe. Et donc du coup, je me suis lancé tout de suite dans l'auto-édition. J'ai même pas réfléchi à le présenter à un éditeur parce qu'en plus, je savais même pas que c'était vraiment possible. D'accord. Ouais, il n'y avait pas forcément cette idée d'aller présenter son jeu. Exactement. Se vendre quoi en fait. C'est ça. Donc c'est Funky Hat Games. C'est ça. Et alors comment tu as créé cette société d'édition? Comment ça s'est passé cet aspect-là? Je suis allé à la chambre de commerce, j'ai déposé mes statuts et beaucoup de recherches avant quand même pour savoir quel statut, comment ça fonctionne, payer les impôts. Voilà, j'ai beaucoup de recherches sur le côté, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Là je suis en fait depuis 8 mois à 100% de mon temps sur le jeu parce qu'il n'y a plus que le côté auteur, illustrateur. Illustrateur Tanguy, mais voilà, on travaille ensemble. Il y a le côté business derrière, donc il faut faire la communication, il faut partager sur les réseaux sociaux, il faut s'assurer qu'on paye la TVA, il faut aller faire des devis pour faire fabriquer le jeu, il faut aller trouver un distributeur pour qu'après le jeu soit peut-être disponible en boutique demain dans les boutiques en France. Enfin, voilà, oui, c'est ce qui est compliqué, c'est que finalement c'est plein de métiers et plein de casquettes. Ouais, et c'est génial, c'est trop bien. Franchement, tu kiffes. J'adore, franchement. Et il y a plein de trucs que j'aimais. Alors avant, je faisais du marketing digital et il y a plein de trucs que je n'aimais pas trop dans mon métier avant. Moi, j'aimais bien mon métier, mais il y avait des tâches un petit peu rébarbatives. Et quand on travaille sur son propre projet, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, tout est incroyable. Enfin, j'ai acheté un code barre hier pour le jeu, pour que le jeu va sortir en boutique. Voilà, je le dis. J'ai trouvé un distributeur. J'ai acheté un code barre, mais j'étais super content d'avoir acheté un code barre. Alors que c'est nul, mais j'étais super content. Mais non, mais là c'est l'aboutissement parce que là on arrive, ça y est, à la distribution. Tu viens de me dire, ok, mais il y a tout l'aspect Kickstarter quand même avant. Oui. Parce que effectivement, fallait lever des fonds pour pouvoir mener le projet au bout. Raconte-moi un peu cette histoire de Kickstarter quand même. Tu l'avais lancé quand et combien de temps et pour arriver à 170 contributeurs, quelque chose comme ça? Un peu plus maintenant? Un petit peu plus, maintenant un peu plus, ouais. Oui. Mais alors en gros, au début, je pensais vraiment que c'était facile.
que les gens allaient venir d'eux-mêmes et je pensais qu'en 5 mois j'allais lancer mon Kickstarter et que le jeu sortait dans l'année. C'est énormément de travail, c'est énormément de communication, c'est énormément de déjà de travail sur le jeu et puis surtout si les gens ne vont pas naturellement savoir que ton jeu sort. Donc en fait ça a été 2 ans de faire des festivals, d'en parler, de faire tester, de faire des posts sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup on a lancé la campagne Kickstarter finalement en novembre 2022, donc de l'année dernière. Et donc campagne qui a duré 1 mois, il y a eu 175 contributeurs sur la campagne, on a levé 13 500 €. Et depuis il y a eu d'autres précommandes qui sont arrivées et ça nous a permis ça va nous permettre là à partir du 15 mai on va fabriquer le jeu en Europe, en Pologne, et donc ça va nous permis de mettre le premier billet pour pouvoir faire fabriquer les jeux et donc les livrer au mois de juillet à tous ceux qui l'ont précommandé. Voilà, donc là on est sur pour l'instant la livraison aux bakers qui est prévue pour l'été, c'est ça ? Pour l'été. D'accord. On avait annoncé juillet et on tiendra juillet. C'est super. Enfin, c'est pas fait, mais on tient. L'été en tout cas. Au pire, ce sera le 10 août, mais voilà, ce sera cet été. Ok. Donc là, effectivement, ça, c'est encore une autre phase. Une fois que le Kickstarter est fini, il y a aussi la phase de recherche de comment on peut produire. Exactement. Donc ça aussi, ça a été une découverte, j'imagine, pour toi, ce boulot-là ? C'est ça. Alors, il faut faire cette phase avant de lancer son Kickstarter, évidemment, pour savoir combien le jeu va nous coûter, pour savoir à quel prix on va le vendre. Mais oui, c'était une découverte. J'ai fait des devis partout. Alors, moi, j'avais la volonté de le faire en Europe. J'ai essayé de le faire en France et j'avoue que c'est assez compliqué. En fait, il faut avoir l'idée. Il y a des imprimeurs qui le font en France très bien, mais il faut avoir le matériel adapté aux usines en France. Donc, c'est-à-dire pas trop de pions, beaucoup de cartes, principalement des cartes en fait, qui commencent les tokens un petit peu. C'est plus compliqué de le faire en France, il faut penser son matériel avant. Donc voilà, j'ai pas pu le faire en France, je le ferai quand même en Europe. Et oui, ça a été énormément de découvertes. Il y a tellement de choses à savoir sur la fabrication, parce que c'est de l'industrie finalement. Derrière, c'est des machines qui vont couper les plateaux, les cartes, et il y a beaucoup de choses à savoir sur la colorimétrie, sur comment optimiser les machines d'impression. Et ça, après évidemment, les personnes qui travaillent dans les usines nous aident beaucoup, mais c'est vachement intéressant en plus. Et tu t'es entouré justement de personnes qui connaissent un peu, à travers les festivals, toi qui t'es quand même promené un peu partout, tu discutes, j'imagine, avec d'autres auteurs ou des éditeurs, connaître un petit peu leur fonctionnement pour se nourrir un peu de tout ça, avoir des conseils. Tu as bénéficié de conseils ? Clairement, j'étais beaucoup aidé, et d'ailleurs c'est quelque chose que moi j'ai trouvé super, c'est que j'ai trouvé les gens très bienveillants dans le monde du jeu de société. Vraiment, tout le monde est très gentil, que ce soit d'autres éditeurs qui m'ont aidé, des distributeurs, d'autres auteurs. Moi, j'ai jamais ressenti la compétition. Bon, après, je suis peut-être aussi à un petit niveau pour le moment, mais j'ai vraiment jamais ressenti la compétition. On est toujours bienvenus, tout le monde s'entraide, que ce soit sur le design du jeu ou sur le côté business. Franchement, c'est un plaisir à chaque fois de rencontrer des gens et de partager. Oui, j'imagine que c'est hyper enrichissant pour le coup. Ouais. Clairement. Donc là, tu fais plus que ça en fait maintenant. Là, je fais plus que ça pour le. D'accord. Ouais, donc c'est devenu ton boulot à plein temps. C'est ça. Ok. Et donc là, on en est où sur la phase de production, tu disais ? Donc normalement, la fabrication commence le 15 mai. Ça dure entre 4 et 8 semaines, suivant les quantités, si la production se fonctionne bien. Et comme c'est fabriqué en Europe, les jeux mettront moins d'1 semaine à arriver en France, donc les gens seront livrés assez rapidement. Ouais, donc ça c'est cool, c'est vrai que c'est un avantage aussi quand on voit les frais de port aussi pour se faire livrer de loin, de très très loin parfois. Après les frais de fabrication sont beaucoup plus chers en Europe, mais voilà. Mais le ratio était peut-être vite fait aussi. C'est ça. Ouais. Tu me parlais tout à l'heure de distribution. On peut évoquer ça un petit peu. Comment aujourd'hui, à combien d'exemplaires tu fabriques ton jeu ? Tout n'est pas signé encore, donc j'espère que ce que je dis sera valide demain. On va faire fabriquer 1500 exemplaires du jeu. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait c'est très peu comparé à certains jeux qu'on trouve dans le marché. Mais c'est quand même pas mal. Oui. Donc ils seront fabriqués en Pologne. Et donc les 200, on a quasiment à 240 personnes qui ont précommandé le jeu. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 15 mai, d'ailleurs jusqu'au dernier moment, juste le jour avant la fabrication. Et donc on va livrer toutes les précommandes au mois de juillet. On va faire un petit peu le tour des festivals en été et puis début septembre. Et il y aura une sortie boutique qui sera prévue avant Noël, j'espère fin septembre, début octobre. Ah donc ok, ça peut être quelque chose à glisser sous le sapin du coup. Ah bien sûr, l'idée c'est que ça sorte avant Noël en boutique. Et la suite c'est forcément de la com, c'est quoi ? Alors comme c'est la première fois, je ne peux pas parler d'expérience. Je vais dire ce que j'imagine que ce sera.
Principalement, ce sera beaucoup de com, faire le tour des festivals parce que déjà c'est trop bien de voir les gens jouer à son jeu et en plus ça permet de faire de la communication et au moins les gens jouent vraiment au jeu. Beaucoup de sensibilisation des boutiques, leur parler que le jeu arrive pour qu'ils puissent le commander s'ils le souhaitent et puis derrière commencer un second jeu. Parce que en fait, là par exemple, c'était mon premier jeu et j'ai découvert énormément, donc j'ai mis plus de 2 ans à le sortir. Mais il y a quand même une phase assez grande de commencer à créer un jeu, le tester, le retester, le sous-tester, faire des devis pour après le faire fabriquer, en parler, etc. Donc il faut en fait vraiment commencer les jeux qui suivront en amont. Donc ça va être commencer un second jeu. Alors commencer un second jeu, c'est-à-dire en tant qu'auteur, tu as déjà des idées, tu travailles déjà sur des protos ou aussi en éditeur? Enfin les deux. Ça je ne sais pas. Alors en tant qu'auteur, ça c'est sûr. Ouais, t'as déjà tu travailles déjà sur des choses. J'ai des idées, mais je me suis freiné parce que je voulais. En fait, la phase où on pense qu'on a fini et la phase où on a vraiment fini, elle est très longue. Elle est moins fun qu'au début. Vraiment le travail de finaliser le jeu, de tout relire 50 fois, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Surtout que j'ai quand même pas mal de textes sur mes cartes parce qu'il y a un petit côté rencontre narrative, donc vraiment que tout colle, ça prend énormément de temps. Et ça, ce travail, j'ai voulu le faire en priorité. Et après, on verra pour s'amuser, repartir dans le côté fun et refaire un nouveau jeu. Mais j'ai envie d'abord de finir celui-là bien et après commencer un nouveau cet été. Et puis j'imagine que dans la tête, ça prend beaucoup de place. Donc pour avoir de la place pour créer autre chose, c'est compliqué. Ouais, et puis ça prend du temps et clairement. Mais t'as déjà des idées Ouais. Ça fuse quand même. Et puis faire un jeu, en fait, ça donne des idées. Et, parce que, tiens, si je faisais cette mécanique, non, ça irait bien dans un autre jeu. Bon, on verra plus tard, mais évidemment, en fait, faire un jeu, ça donne 10 000 idées qui donnent envie d'en faire d'autres. Donc là, réellement, tu t'es pris au jeu. C'est ça, exactement. Et franchement, oui, je ne m'attendais pas à arriver là, mais là, j'aimerais vraiment continuer dedans parce que c'est très sympa, tout le monde est très sympa et on fait des rencontres comme aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment aussi les rencontres, on voit bien. Et il faut aussi quand même pas mal de culot. Enfin, j'imagine que ça fait partie des compétences qu'il faut avoir parce que, par exemple, Festival de Cannes, tu t'es retrouvé aussi à devoir faire ta place pour aller au off là. C'était rigolo. Tu t'es dit je viens avec mon proto, j'ai pas de place, mais bon, si j'en trouve une, je m'installe. C'est ça. Ouais, et puis au final, j'ai trouvé une place et puis en fait, j'ai rencontré plein de gens sympas, des chaînes YouTube qui vont parler de mon jeu. En fait, finalement, petit à petit, quand on se dit allez, je me lance, je le fais vraiment, y a plein de gens qui sont là pour nous aider et ça, c'est top. Je te propose qu'on termine le podcast avec un petit jeu qui s'appelle le portrait chinois ludique. Alors, est-ce que tu te sens prêt à répondre à trois petites questions? Allez, je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais allez. Alors, si tu étais une mécanique de jeu, tu serais du placement d'ouvriers, du stop ou encore de la gestion, la symétrie, ou plusieurs d'ailleurs. Moi, j'aime bien les enchères. Après, je ne sais pas, j'aime bien le système d'action aussi. Ah, précise. J'ai tant d'actions à faire à mon tour et je choisis ce que je veux faire. Ah oui, d'accord. Voilà. Si tu étais un mode de jeu, c'est-à-dire par exemple compétitif, semi-coopératif, coopératif, solo, qu'est-ce que tu préférerais? Compétitif. Ouais, sûr. Compétitif surtout avec plein d'interactions. On peut faire des coups fourrés aux autres, c'est très drôle, j'aime beaucoup. Si tu étais un illustrateur de jeu, mis à part ton copain Tanguy. Oui. Je ne connais pas les noms des illustrateurs. Ah, d'accord. Mais donc, je pourrais citer des jeux, mais... Ouais, dis-moi par exemple. Moi, j'ai trouvé le jeu Miss Win que j'ai acheté sur Kickstarter très beau, mais je ne sais pas qui est l'illustrateur. D'accord. Moi, je ne connais pas le jeu, donc je ne peux pas t'aider. Mince. Et si tu étais un univers de jeux de société, autre que l'univers médiéval de peut-être des marchands de Caranor? Je sais pas, tous les univers sont bien en vrai. Je réfléchis, les pirates c'est toujours très sympa, mais moi je trouve que ça va être bateau, mais je trouve que c'est très sympa d'avoir plein de jeux dans plein d'univers différents où l'univers est prenant. C'est-à-dire qu'on va toujours découvrir un nouvel univers dans plein de jeux. Voilà, c'est ma réponse. Par exemple, j'ai trouvé Dig Your Way Out, où on est en prison, on doit s'échapper d'un sous-sol. C'est un univers qui n'est pas commun, mais c'est trop cool en fait d'avoir des univers en fait complètement nouveaux à chaque fois. Je trouve ça super. Donc pas forcément un univers en particulier, mais un différent à chaque fois, ce serait trop bien. D'accord, pour avoir justement de la surprise à chaque fois. Exactement. Ouais. Et faire voyager un peu quelque part. Oui, c'est ça.
Ok, alors si tu pouvais me conseiller quelqu'un qui pourrait venir à mon podcast, être interviewé, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien entendre? Eh ben, je crois qu'ils sont déjà passés, mais je ne suis pas sûr. Les auteurs de Nekojima Oui, sont ouais, déjà passés. ils sont déjà passés, ouais, ils sont cool. Eux, par exemple, m'ont donné des bons conseils pour la campagne. Ouais, vous étiez croisés à Paris Ludique pour Oui, le on coup. s'est croisés pas mal de fois. Oui, sur les jeux de demain, notamment l'année dernière. Du coup, je ne sais pas parce que. T'as pas croisé d'autres auteurs qui démarrent J'y réfléchirai, je te le dirai en off. Ok, ça marche, je garde pour plus tard. Ouais. Ce sera la surprise. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour permettre d'en savoir un peu plus sur ton parcours et sur ton jeu. Donc encore une fois, je te souhaite bonne chance avec les marchands de Caranor. Et puis, je te propose qu'on termine le podcast comme on termine les vidéos sur la chaîne, avec une petite phrase de fin. Donc c'est « Alors, les marchands de Caranor, tu joues ou quoi ?» Et le « tu joues ou quoi ?» on le fait ensemble. Okay. Ça te va ? Ouais. Ok. Alors, les marchands de Caranor, tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. À bientôt pour un nouvel épisode.